Re-salut les zéros. Alors cette fois, on va refaire la même chose qu'avant, on va pixeliser des objets avec une méthode beaucoup plus efficace, même si elle peut vous paraître comme ça d'emblée un petit peu plus barbare, parce qu'on va utiliser les nodes, donc des systèmes de fonctions qui vont dépendre les uns des autres. On va prendre des informations, fabriquer des choses, et là on va utiliser une méthode complètement différente de la précédente. Dans la vidéo précédente, on avait un champ de cubes. On a fini par 30 par 30 par 30, ce qui fait énormément de cubes. Et puis on a dit si on met un objet à l'intérieur, voilà, là où il y a l'objet, les cubes ont leur dimension originale, et là où il n'y a pas l'objet, les cubes ont une dimension de 0, 0, 0, mais enfin une échelle multipliée par 0 sur x, y, z, ce qui nous donne quand même le problème d'avoir à gérer les 27 000 cubes quand on est en 30 x 30 x 30. Là, on va utiliser une autre méthode qui est vraiment géniale, parce que alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer. Voilà. Je déplace la théière et hop, j'ai les cubes qui apparaissent là où la théière se trouve. Ma fameuse théière de Newell. Alors, ne vous inquiétez pas, on va utiliser des nodes. Ne vous inquiétez pas, c'est l'occasion de vous y mettre. C'est vraiment super intéressant, c'est sympa, c'est intelligent. Et vous allez voir que dans le processus, au final, si vous le refaites vous-même, vous allez voir que ouais, il y a peut-être des petites difficultés de compréhension à droite, à gauche, parce qu'il y a des choses qui sont pas vraiment évidentes du premier coup, mais finalement ici on se retrouve avec un système là qui est relativement simple. On a 1, 2, 3, 4, 5 objets, enfin 5 nœuds qui fabriquent à partir de ma théière de Newell, que je peux voir ici. Voilà. On a 5 nœuds qui vont nous permettre de pixeliser la théière. Voilà. Et comme vous le voyez, je tiens à insister là-dessus, les pixels restent, enfin les petits cubes restent au même endroit. Donc ça c'est super intéressant. Allez, je vais la remettre à sa place, là, 0, pardon, 0, 0, 0. Ok, allez, on y va. Je vais copier la théière, typote là en haut. Je crée une nouvelle scène. Je colle ma théière, je zoome, parce qu'elle fait une taille d'environ 15 cm, je crois, là, de largeur. 15 ou 20. Et c'est parti. Alors, la première chose, déjà, c'est que on a parlé dans les vidéos précédentes des scene nodes, qui sont un système donc architectural, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des choses dans des listes là, vous savez ici, si je prends le typote là et que je lui rajoute un bend, je le mets à l'intérieur, le bend prend les données du typote et ma fonction bend, alors je vais changer sa taille ici, ma fonction bend prend les données de l'objet qui se trouve, enfin de l'objet dans lequel elle se trouve, et ma fonction va plier mon objet. Donc ma fonction bend va récupérer les coordonnées de chaque point de la théière pour les transformer avec des paramètres que je vais indiquer ici. Donc ça on peut le faire avec ce qu'on appelle des nodes, et c'est pas compliqué du tout, ne vous inquiétez pas. Donc je vais supprimer cette fonction bend pour avoir ma théière de base. Et ce que je vais faire, alors, il y a une différence entre le scene nodes. Scene nodes, c'est vraiment, c'est un endroit spécial dans lequel on peut mettre des fonctions pour faire des choses qui vont se rajouter à la fin de notre scène, là au-dessus. On a toute la liste de nos objets avec des fonctions, des animations et tout. Et le scene node, c'est une zone spéciale, c'est ok, toute la scène est prête ici, et maintenant je fais ça avec cette scène où je rajoute ça. Et on a un autre intitulé, c'est la même chose, on appelle ça des capsules. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur la scène entière ou de avoir une scène complète avec plein de trucs et de rajouter des choses à la fin, on va utiliser des capsules, c'est-à-dire que à un endroit précis, on va utiliser des nœuds pour définir une fonction précise à partir d'un objet, par exemple.
avant de partir de l'objet, il faut utiliser, pour avoir une capsule, on va dire, le plus commun, on peut faire autrement, hein, mais le plus commun, c'est d'utiliser le group object. Enfin, ou plutôt l'object groups. Alors, vous allez le trouver dans la librairie, là. Quand vous allez dans Nodes, alors je crois que c'est dans Utility. Non, c'est plus dans Utility, c'est peut-être passé dans Experimental, ça arrive. Bon, vous savez quoi, je vais taper là en haut, groupe. Je vais voir ce qui apparaît, et Nodes Modifier. Et moi je cherche l'object group, il est là. Alors il y a le petit nom là en dessous, Node Operator, Nodes Experimental. Ah oui, donc il était bien dans la section Experimental. Et il est là, Object Group. Ok. Alors, soit vous tapez ici Object G, Object Groups, et vous allez trouver le Object Group. Vous le glissez dans la scène. Donc vous avez un nouvel Object Group. Alors, on peut fermer pour l'instant le browser, le Asset Browser. Cet Object Group, si je double-clique sur sa petite icône, j'obtiens ça. C'est une fenêtre qui, si vous n'êtes pas habitué, peut être un petit peu rébarbative, mais en fait c'est relativement simple. Il y a des données d'entrée, on va faire du travail, et on va ressortir des données qu'on appelle généralement un opérateur. Un opérateur dans la scène. Et à l'intérieur, on va pouvoir travailler avec des opérateurs. Donc là, j'ai un élément qui s'appelle Object Group, qui va pouvoir travailler sur des opérateurs. Alors, il est très important de comprendre que là, on est dans la fenêtre Node Editor, que l'on trouve dans Windows Node Editor, là, et que cette fenêtre a trois modes, Scene, Material et Capsule. On peut aller dans le mode Scene, où là, donc, on va pouvoir créer des nœuds pour avoir des fonctions qui vont modifier notre scène, globalement. Une fois que tout ce qui doit être fait dans la liste des objets ici a été fait, on peut accéder au mode scène. Et on a ce mode capsule qui est activé par défaut. Là, quand je double-clique sur cet objet qui s'appelle Object Group, on est en mode capsule. Ça veut dire que là, on est limité à cet objet. Bon, cet objet, pour l'instant, il a accès à rien. Je vais essayer de glisser le teapot là à l'intérieur. Bon, ok, il y a accès, mais j'ai bien peur que ça nous crée des problèmes. Parce que là, si je travaille avec cet objet pour le transformer, faire des trucs et tout, si je veux changer d'objet, il va falloir que j'en prenne un autre et je vais couper toutes les liaisons que je vais avoir créées avec de nouvelles choses. Donc, on va pas utiliser, on va pas glisser le teapot là à l'intérieur. On va faire plus intelligent, on va dire, pas plus simple, mais plus intelligent. On va glisser le teapot dans notre objet qui s'appelle Object Group. Le teapot, la théière, est devenu un enfant. Alors, camera frame, voilà. Le teapot est devenu un élément qui se trouve à l'intérieur de l'Object Group. Et il y a une fonction dans les nodes qui permet d'accéder aux objets qui se trouvent à l'intérieur de l'objet sur lequel on est en train de travailler. On est en train de travailler sur ce groupe d'objets. J'ai mis un objet à l'intérieur et maintenant je veux y accéder. Donc, à partir de cet Object Group ici, on va accéder à ces enfants, en anglais children. Donc, si on clique là dans la zone et qu'on appuie sur C et qu'on tape children, on a le children operator. Alors, soit on double-clique, soit on le glisse là. Donc, maintenant j'ai un opérateur dans mon objet Object Group qui va me permettre d'accéder aux enfants de cet objet. Alors, imaginez que je duplique le teapot là en appuyant sur CTRL, je le glisse en dessous. Donc j'ai teapot 1 et on va mettre teapot 2. Et le 2, on va le déplacer là. Voilà.
Donc mon objet object group, il a deux enfants. Et ici on voit qu'en fait on a un opérateur qui est ouvert. Pour l'instant il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. C'est vrai que par défaut quand on crée un children operator, on a accès à un children 1, 2, et ici sur children on a un plus, on peut en créer d'autres, 3, 4, 5. Il s'avère que par défaut le fait qu'il en crée deux c'est assez étrange. Mais je pense qu'il devra en créer 0 et nous dire on a des children, oui, tu en veux combien? Clic, j'en veux un. Alors il est vrai que si vous venez enfin si ça vous est arrivé de programmer en C++, en C#, en basique, peu importe, on peut créer des champs de données, array, et c'est vrai que par défaut dans les langages de programmation, d'habitude, on crée un array pour contenir un certain nombre de données, unidimensionnel ou multidimensionnel, ça peut être une colonne d'un tableau Excel, ou plusieurs colonnes où on a plein de données. Dans les langages de programmation, on déclare, on dit je veux un champ de données, et on peut l'initialiser en lui disant je veux un champ de données qui va contenir une cinquantaine de données. Voilà. Ici, je ne sais pas pourquoi dans ce système de programmation là, qui est un système de programmation visuelle, quand on crée un children op, je refais C children operator, je double-clique, par défaut il manquerait 2, c'est juste une bizarrerie, je sais pas pourquoi, sur Cinema 4D ils ont fait ça, par défaut on en a 2, ça n'a, enfin bref. Bon, ce children op, pour l'instant, il est capable de trouver des enfants d'un objet, mais encore faut-il lui dire de quel objet on parle, pour trouver ses enfants. Alors il s'avère que si je veux que cet objet puisse parcourir les enfants de l'objet qui m'intéresse, c'est-à-dire que object group, je veux trouver par exemple le premier, le deuxième, qui sont à l'intérieur là, il va falloir lui dire, et toi, tu vas trouver les enfants de cet objet, c'est lui là. Parce que là, on est en train d'éditer l'object group. Et l'object group, il expose des informations. Et dans sa section object, il y a une petite flèche là, il expose différentes choses. Attendez, je vais refermer. Voilà. Je vais revenir juste en mode de base parce que j'ai ouvert la section objet et ça peut compliquer les choses. Donc, mon objet de base, c'est celui sur lequel je travaille. C'est object group. Donc, c'est l'objet qui se trouve là. Il s'appelle object group. On a son nom ici. Cet objet, je vais le prendre en tant qu'opérateur parce qu'en tant qu'opérateur, il peut contenir des objets. Il peut contenir des choses. Donc je connecte cette entrée object là à l'entrée du children operator ici dans op, et maintenant le children operator sait qu'il peut avoir accès aux objets, aux children, aux enfants qui se trouvent dans cet opérateur object qui est lui, qui est object group. Je peux l'appeler autrement, je peux l'appeler Pixelator. Tiens, on va l'appeler Pixelator. Voilà. Maintenant ici, il s'appelle Pixelator. Pixelator, il contient une section qui s'appelle Object. Et c'est un opérateur. C'est comme ça, j'y peux rien. D'ailleurs, enfin, si on fait la connexion vers un opérateur, ça marche. Si on essaye de le connecter au children, ça marche pas. Enfin, à la section children, ça marche pas, parce que la section children, elle attend une liste d'objets. Si j'essaye de le connecter sur le premier enfant, ça marche. Mais le premier enfant de ce propre objet Pixelator, c'est pas lui-même. C'est un objet qui se trouve à l'intérieur. Donc on va faire un lien inverse maintenant, dans le children operator. On va, sur cette section qui va contenir, enfin, cette section children, je vais enlever le children 2 et le children 1. Cette section children, je veux qu'elle contienne la liste des enfants
de mon objet Pixelator. Donc, je vais la connecter en entrée. Alors, je le glisse pas sur Object ici. Oups, j'ai fait l'erreur. Bon. Je vais pas le glisser sur Object, je vais le glisser là, dans cette zone vide qui contient toutes les entrées possibles ou les entrées que l'on peut créer. Si je relâche, il me propose ajouter une nouvelle entrée et il me propose différentes entrées, notamment une entrée qui s'appelle Object Scope. On va créer une entrée par défaut, Add New Input. Et là, il s'appelle Children parce qu'il porte le même nom que celui-ci. Maintenant, donc, cet opérateur qui va lister des enfants, il est connecté à mon objet Pixelator qui se trouve là, mais pour l'instant, il ne sait pas quoi prendre à l'intérieur. Donc, il va falloir définir ce que c'est que cet élément Children. Et dans Cinema 4D, j'avoue que c'est assez bizarre. Enfin, il serait bien que ce soit fait automatiquement, puisque là on a Children, je voudrais accéder aux enfants, que ça se fasse automatiquement. Il le fait pas automatiquement, il sait pas, il est connecté, mais il sait pas ce qu'il doit recevoir, il sait pas ce qu'il attend comme information. La bizarrerie ici, c'est qu'il va falloir cliquer là, dans cette zone d'entrée, là où il n'y a rien, faire un clic droit, et aller sur Edit Resource. On va éditer les ressources. C'est-à-dire que notre objet Pixelator nous propose des ressources, des éléments, des données, des informations, et on va les éditer pour dire qui est quoi. Alors si je fais un clic droit ici, j'ai la fonction qui s'appelle Edit Resource. J'ai une fenêtre relativement barbare qui s'affiche avec plein de trucs. Bon. Et moi je vais éditer une ressource. On voit que, alors le bypass qui est ici, on voit qu'il est là. C'est en fait, je prends l'objet direct comme il est. Bon, ça m'intéresse pas. Dans les entrées, on a objet. Alors, c'est l'objet lui-même là. Object, c'est lui, c'est le Pixelator. Puisque là, on est en train d'éditer les entrées, les attributs du Pixelator. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'opérateur que j'ai ajouté, qui s'appelle Children ici, et que l'on va trouver là, Children. Et on voit, c'est indiqué là, Input, c'est une entrée. Quel type d'entrée? Alors, dans la description ici, ça s'appelle Children, ou je peux appeler ça, tiens, je peux l'appeler les enfants. Hop, ça change automatiquement. Ici, ça s'appelle les enfants. Ok, les enfants, c'est quoi en fait? Il faut aller dans Advanced, ici, pour lui dire Scene Port Mode, dans le... Alors ici, ce qu'on a à gauche, ici, et à droite, derrière, là, hop, ce sont des ports d'entrée et de sortie. Comme quand vous connectez... Ah bah tiens, c'est intéressant. Comme quand vous avez un ordinateur avec des prises. Vous avez des prises pour rentrer votre souris, votre clavier, votre truc, voilà. Et vous avez des ports de sortie pour brancher vos écrans. Les données qui vont vers l'écran sont des données qui sortent de votre ordinateur, donc c'est un output port. Les données qui rentrent, quand vous branchez un clavier, une souris, ce sont des input ports, ce sont des ports d'entrée. Et là, donc, je m'intéresse à cette entrée que j'ai créée, qui s'appelle les enfants, et je vais lui dire que ce port d'entrée, quel est son mode? C'est un mode objet. Bing, et là on voit que ça change. On a des trucs en plus là. Maintenant que je lui ai dit qu'il fallait que je parle à Cinema 4D. Maintenant que je lui ai dit que cet opérateur là, Children, utilise une entrée sur ce port qui s'appelle les enfants, en entrée, en mode objet, eh bien, il essaye de récupérer les objets qui se trouvent à l'intérieur. Et il trouve quoi? Il trouve deux objets. Un qui s'appelle les enfants tirés avec un code, un autre avec les enfants tirés avec un code. C'est un numéro qui permet de définir l'appartenance des objets à leurs parents. C'est-à-dire que Tipot 1 et Tipot 2, qui ont disparu du viewport,
peu importe, sont des enfants de l'objet Pixelator. Et moi, ce qui m'intéresse, par exemple ici, c'est le premier. Je veux le récupérer. Alors, il me les a automatiquement affectés ici. J'ai le premier enfant et j'ai le deuxième. Le problème, c'est que j'ai des données ici, mais je peux pas les sortir. C'est parce que là c'est juste une liste. Ça me permet de voir quels sont les enfants qui se trouvent dans mon objet Pixelator. C'est une liste. Voilà. Et je peux modifier cette liste pour dire non, le premier enfant c'est pas lui, c'est un autre, le premier enfant c'est pas lui, le deuxième c'est pas lui, c'est un autre. Mais je peux pas sortir ici. Et moi je voudrais récupérer la géométrie, notamment du premier enfant. Celui qui se trouve là. Et dans ce premier objet, qui est lui, Teapot 1, alors on va essayer, tiens, je vais supprimer Teapot 2. Hop, vous voyez, il a disparu de la liste là. Il ne fait plus partie des enfants. Puisque maintenant je peux ouvrir cet élément d'entrée qui s'appelle les enfants. Si je l'ouvre, j'en trouve un. C'est lui. Si je le duplique et que j'en crée un deuxième, alors je le mets en dessous. Je vais l'appeler Teapot 02. J'ai un deuxième enfant. Donc il me les liste. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple la géométrie du premier. C'est pas par exemple, hein, c'est complètement intentionnel. Moi, je veux récupérer la géométrie du premier pour utiliser une fonction qui existe dans le système de programmation des scene nodes ou des capsules. Il y a un objet une fonction qui est super intéressante, qui permet de fabriquer des voxels, c'est-à-dire de définir des points qui existent dans un volume. Voilà. Et donc cette fonction, on va l'ajouter et on va l'alimenter. On va lui dire, pour définir les points qui existent dans un volume, je vais te donner le volume. Et en tant que volume, je vais te donner la géométrie du premier enfant. Alors, pour alimenter cette fonction qui va permettre de créer des points dans l'espace qui sont définis par un volume défini lui-même par la géométrie d'un objet, il va falloir utiliser un opérateur qui va être le voxel fill. Donc, je clique ici dans le vide, j'appuie sur C, ça appelle le command operator. On peut également cliquer sur plus ici, et vous avez le command operator, et je vais taper voxel, et je vais trouver la fonction volume voxel fill. Je vais prendre un volume, et à l'intérieur de ce volume, je vais définir l'existence de certains points sous forme de grille tridimensionnelle. À l'extérieur de ce volume, il n'y aura pas de points. À l'intérieur, il y en aura. Point. Donc, je glisse ce volume voxel fill ici, où je double-clique, peu importe. Je le glisse là. Et lui, on voit que en entrée, il veut une géométrie. Il dit, grosso modo, moi, et on voit la petite icône avec les trois, quatre hexagones, enfin les trois hexagones. Moi, je peux remplir un volume, mais il me faut une géométrie. Alors, quelle géométrie on va prendre? On va prendre celle du premier enfant, ici, géométrie. Et je vais la rentrer là. Très bien. Lui, il fait ce qu'il a à faire, et il a à faire quoi? Si je clique sur cet objet, volume voxel fill, alors c'est aussi un truc qui est intéressant quand on utilise la programmation avec des nodes, c'est que les objets nous disent de quoi ils ont besoin et en entrée pour opérer, pour faire leurs opérations. Et qu'est-ce qu'il donne en sortie? En sortie, là, on a une distribution et l'icône est très importante ici. C'est 4 petits cubes. C'est-à-dire que ça va nous sortir un tableau de données, en fait.
Alors, bien sûr, ici, j'ai pas mis le volume voxel fill par hasard. C'est parce que je sais qu'il existe et je sais ce qu'il fait ou ce qu'il est censé pouvoir faire. Il prend une géométrie et il ressort une distribution. Et cette distribution, en fait, c'est un ensemble de points qui sont contenus dans la géométrie avec des paramètres. Si je clique là sur cet objet volume voxel fill, j'ai les paramètres à droite. Il me dit qu'il va faire des voxels de 500 cm. Bon, alors je vais mettre 1. Et il va créer des points, un champ de points, distribution. Il va créer des points là où il y a du volume. Et pour l'instant, je laisse le interior filter, filtre interne à l'intérieur du volume. Parce que si je le baisse, je peux utiliser uniquement, enfin me rapprocher de la surface de l'objet. Et si je laisse à 100%, j'utilise le volume de l'objet. Donc, très bien. Maintenant, j'ai ce système-là, volume voxel fill, qui me crée, je le sais, hein, on le voit pas là encore, je le sais, il me crée un champ de données avec des coordonnées x, y, z, qui contiennent des points qui sont à l'intérieur du volume que je lui ai indiqué, qui est la géométrie que j'ai rentrée là. Maintenant, je voudrais pouvoir utiliser ces points pour créer, à chaque fois qu'il a pu fabriquer un petit point à l'intérieur d'un volume, par exemple la théière que j'ai ici, pour chacun des points, je voudrais qu'il me crée un cube. Donc il faudrait que je crée des cubes et que j'alimente tous les points qu'il a trouvés en disant « Hey, pour chaque point, tu me crées un cube ». Alors, on a une fonction qui permet de passer en revue tous les points qu'il a trouvés. Alors, même si en sortie de volume voxel fill, on a cet élément qui s'appelle distribution, qui porte, à mon avis, pas bien son nom, on va pouvoir utiliser cette liste de coordonnées, de points, qu'il a trouvé dans le volume. Elle est passée en revue. Les passer en revue, c'est vraiment je le dis de façon littérale, au premier degré. On va passer en revue tous les points qui sont disponibles ici dans la distribution. Et on va utiliser pour ça un autre opérateur qui s'appelle l'itérator. On va passer chacun des éléments de cet objet, les uns après les autres, d'une façon itérative. On va prendre le premier, on va faire un truc, on va prendre le deuxième, on va faire un truc, prendre le troisième. Et pour faire ça, on a une fonction qui s'appelle iterate collection. Puisque là, ce qui sort, c'est une liste d'objets. Alors pourquoi ils l'ont appelé collection? Pourquoi ici ça s'appelle distribution? Pourquoi à d'autres endroits ça s'appelle array? Pourquoi à d'autres endroits ça va s'appeler liste? Je ne sais pas, je ne suis pas le développeur de cinéma 4D. Moi, je trouve ça relativement incohérent. J'aurais préféré ici que ça s'appelle array ou liste éventuellement. Ici, j'aurais préféré que ça s'appelle liste ou distribution. Enfin bref, il y a des incohérences, mais c'est pas de mon fait. Donc on va faire une itération sur la collection qui se trouve ici. Ici on a une collection de points, une liste de points, et on va faire une itération. Donc je clique sur le petit plus là, add node, ou je clique là dans le vide et j'appuie sur C, et je vais taper iterate, voilà. Et là on a une fonction qui s'appelle iterate collection. Je la glisse là. Et donc on va prendre les points qui sont générés par cette fonction volume voxel fill et on va les rentrer dans cet objet, cet opérateur, hein, enfin opérateur dans le sens où il fait une opération. C'est pas un opérateur au même titre que là, on s'appelle children op. Donc on va dire dans la fonction iterate collection. Donc alors attendez, je vais faire annuler, on va voir si on voit une différence. Non, je vois pas de différence apparaître. Bon, ok. Maintenant, cet itérateur qui va passer en revue tous les éléments de cette liste va me permettre de faire des choses. Je vais les prendre un par un
et je vais faire des choses, ce que je veux en fait, puisque j'ai accès à toutes les fonctions disponibles dans le système de programmation par nodes, par nœud. Et alors, ça après, c'est à l'usage, hein. Il faut lire la documentation, regarder les choses, faire des tests, et on voit qu'ici on a un crochet avec 3 petits points. Et si je clique dessus, il se passe rien. Si je double-clique, il essaye d'affecter une sortie. Bon. Il s'avère que j'ai bien accès ici à la liste de tous mes objets. Alors, attends, je referme. Ici, j'ai une liste globale de tous mes objets. Ici, j'ai l'index. C'est le premier, c'est le deuxième, c'est le troisième, c'est le quatrième. Qui viennent de là. Lui, il va en générer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2000. J'ai accès à leurs index et j'ai accès aux éléments. Et si j'ouvre avec la petite flèche la section Elements, dedans, j'ai une matrice. Cette matrice, si je l'ouvre, on voit par défaut qu'elle contient une translation, une rotation, une échelle et une inclinaison, shear. Mais la matrice par défaut m'intéresse parce qu'elle contient la position. Elle contient, ici dans translation, elle contient la position des points qui m'intéressent, qui ont été générés ici. Alors moi, ce que je voudrais, c'est récupérer les informations de la matrice qui se trouve là, avec les translations, les rotations, l'échelle et tout, qui correspondent à tous les points qui sortent d'ici. Et puis, j'aimerais pouvoir dupliquer, par exemple, un petit cube, puisque je cherche à faire des pixels. Je souhaite créer des petits cubes partout où il y a des points, puisque ici j'ai un Iterate Collection. Je passe tous les points en revue et je veux créer un cube. Donc pour ça, je vais utiliser deux fonctions. D'abord, une fonction, je vais prendre une fonction simple, hein, je clique là dans le fond, j'appuie sur C, je tape cube, et j'ai la fonction cube, je la glisse là, voilà. Maintenant, j'ai une géométrie qui correspond à un cube. Alors là, je pense qu'on rentre dans la partie la plus difficile à comprendre quand on débute, notamment avec la programmation par nodes, qui est que les objets qui s'appellent par exemple ici children operator, et ici on est dans l'objet pixelator, on rentre des données, on utilise des données d'entrée, et en sortie on a operator, et ici on voit le nom operator. Si je clique n'importe où, on voit que les opérateurs, il y a une liste d'opérateurs puisque cet objet, Pixelator, a des enfants. C'est assez difficile, je trouve, de comprendre ce que c'est qu'un opérateur. Un opérateur, c'est pas quelque chose qui va... Enfin, c'est pas forcément quelque chose qui va faire une modification, c'est quelque chose qui contient des données qui sont modifiables. Prenons un exemple. Ici, j'ai utilisé une fonction qui permet de générer un cube. En sortie, alors ici j'ai les dimensions de mon cube. Tiens, je vais mettre 2 par 2 par 2, 100 cm. Quand je clique sur le cube, là. Et si je lui dis, prends cette géométrie et rentre là dans la sortie de mon pixelator. D'abord, je vois un cube apparaître là. Et il m'a créé cet objet intermédiaire qui s'appelle géométrie op. Parce qu'en fait, une géométrie, elle n'existe pas seule. Une géométrie, pour apparaître, enfin, si elle peut exister seule, là, j'ai une géométrie qui existe seule, mais pour apparaître dans la scène, il faut qu'elle soit transformée en opérateur. Donc là, j'ai un opérateur de géométrie qui peut prendre en entrée une géométrie et sortir des informations d'opérateur, en tant qu'opérateur. Si je zoome et que j'ouvre, vous voyez qu'ici on a que, enfin en sortie, on n'a que des informations sur la géométrie.
D'où la difficulté de comprendre ce truc, quoi. Pourquoi je peux pas mettre directement une géométrie dans ma scène? Ben, parce que la géométrie, elle a des... c'est une forme, c'est un objet qui a des coordonnées, enfin, qui a des points et des faces, on va dire, mais que cet objet ait des points et des faces, ça nous dit pas où est-ce qu'on doit le mettre. Où? Alors, pour essayer de comprendre ça, on va créer un cube. On va faire un petit cube de 10 par 10 par 10. Voilà. Je vais le déplacer là. Ce cube, qui ressemble à ce cube là, hein, si je clique ici sur cube, vous voyez que dans la section Object là, je peux indiquer la taille 2 par 2 par 2 avec des subdivisions de 1 par 1 par 1. Voilà, ça crée le cube à partir de coordonnées 0, 0, 0. Mais pour que ce cube puisse être affiché dans la scène, dire que le cube fait 2 cm de largeur, hauteur, profondeur et qu'il n'a qu'un segment ou 2 segments de sur la largeur, hauteur, profondeur. Tiens, pourquoi je vois pas les segments? J'ai zappé un truc là. Oh non, excusez-moi, j'étais en train de modifier celui-ci, alors que je veux modifier celui-là, là, 2 segments, largeur, hauteur, profondeur. Donc, il a des subdivisions. Un cube qui a une certaine taille, il a des subdivisions, mais il a des informations supplémentaires, complémentaires. Il a notamment dans cette section Coordinates des informations qui disent, ok, Object, tu fabriques le cube, et Coordinates, tu le places dans la scène, à tel ou tel endroit, et tu le tournes ou pas. Donc ça, ce sont des informations complémentaires. Et ça fait partie de l'opérateur cube. Ici, quand on voit cet objet cube, on peut penser que c'est juste un cube, mais ça n'est pas juste un cube, c'est un opérateur complet. Donc je vais l'appeler cube hop, pour que ce soit clair. C'est une fonction qui génère un cube ici, dans la section Object, et qui contient d'autres informations pour être utilisables et visibles dans la scène, notamment les coordonnées. Donc ce cube hop, c'est un opérateur complet qui contient une géométrie générée par la section objet et des coordonnées pour dire où est-ce qu'il se trouve dans la scène, et des informations basiques comme est-ce que tu es visible dans le viewport, non, oui, machin, est-ce que tu es actif ou pas, est-ce que tu es visible en X-ray, en transparence ou pas. Donc, un opérateur, c'est un objet qui est plus complexe qu'une géométrie. Un opérateur peut contenir une géométrie, mais pas forcément. Donc, depuis récemment, si je puis dire ainsi, depuis pas si longtemps, avant, quand on essayait de connecter par exemple un générateur de cubes qui nous donne une géométrie, si on essayait de la connecter en sortie d'un système là de capsule, il nous disait oui mais non. En fait, il disait non, je veux pas parce que là j'ai une géométrie et moi je veux un opérateur. Depuis, je sais plus, la version 2023, je crois, de Cinema 4D, quand on connecte une géométrie à un opérateur, il crée automatiquement un objet intermédiaire qui est un opérateur, qui va pouvoir recevoir une géométrie, mais pouvoir recevoir des informations d'opérateur également. Quelles informations? Celles qu'on a vues tout à l'heure quand j'ai créé un cube ici. On a vu qu'on pouvait avoir par exemple des coordonnées de transformation qui vont rentrer dans la section qu'on appelle Matrix. Donc j'ai mon cube, j'ai ma... Alors je vais enlever celui-ci. Voilà. J'ai un cube qui fait, on va dire, oui, 2 cm par 2 par 2.
Et j'ai ici une boucle, c'est-à-dire un système là, une fonction, qui va passer en revue toutes les coordonnées qu'il trouve dans cet objet, un par un. Le premier, le deuxième, le troisième, c'est une boucle en fait. C'est pour ça que ça s'appelle iterate. On a une itération. Il est passé en revue. Il prend le premier, il fait un truc. Il prend le deuxième, il fait un truc. Et je veux qu'il fasse quoi, moi? Je veux qu'il crée un opérateur. Puisque je veux envoyer un opérateur là. Alors, donc je vais utiliser une... Bon, ça, il faut juste l'apprendre. C'est comme ça. C'est peut-être pas si évident. Mais on va utiliser un matrix operator. Donc, je clique sur le petit plus là. Je vais taper matrix. Et là, je vais trouver matrix op. Je vais le glisser là. Et pour tous les objets qui vont être... Enfin, pour toutes les coordonnées qui vont être passées en revue ici, je vais prendre la matrice et je la glisse ici dans cet opérateur. Et concernant la géométrie, je vais prendre la géométrie et je vais la glisser là. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Attendez, je refais. Donc j'ai un cube géométrique, je le rentre dans l'opérateur. De la même façon que si j'essaye de le rentrer dans l'opérateur ici, il va dire non, c'est pas un opérateur, je dois le convertir. Si j'essaie de le rentrer en opérateur ici, hop, il le convertit. Il le convertit avec un geometry operator. Et là, maintenant, cet objet, il sait que il a un opérateur en entrée, c'est-à-dire une forme géométrique à certaines coordonnées. Je les rentre là, mais les coordonnées, je les modifie dans la matrice qui est là. Et cette matrice de coordonnées provient d'ici. Et puisque là, on a une boucle, il va en faire 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à en avoir le nombre qu'il faut. Et le résultat en sortie, hop, c'est ça. C'est que il m'a mis des cubes là où il a pu créer des points dans le volume du premier enfant, lui, que je suis allé chercher là. J'ai pris sa géométrie, je l'ai rentré là, je lui ai dit, dans ce volume, crée-moi des points à certaines distances, la distance indiquée ici. Tu les passes tous un par un en revue, un par un, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ce matrix operator va prendre le premier qui arrive de là, il va prendre l'opérateur qui vient de là, qui contient une géométrie qui est là, et tu me l'envoies à l'opérateur suivant, 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 suivant. Et là, si on regarde bien, vous voyez qu'on a des cubes qui se chevauchent. Enfin, je sais pas si c'est évident pour vous, mais c'est parce que mon cube de base ici fait 2 cm. Oups, pardon. 2 cm par 2 par 2, x, y, z. Alors que quand je recherche le volume dans la théière, j'ai des voxels qui font 1 cm par 1 cm par 1 cm. Donc tous les centimètres, il va trouver un point, et à chaque fois qu'il trouve un point, il va me mettre un cube qui fait 2 cm de largeur. Trop gros. Je redescends, je vais mettre 1, 1, 1. Ah, voilà. Ça paraît ici plus cohérent. Si je mets 0,8, 0,8, 0,8, vous voyez, on a des cubes qui font 0,8 cm de côté, qui sont distribués sur toute la collection des points que le volume voxel fill a pu créer. Ils sont itérés, donc il les passe en revue, il les rentre dans la matrice les uns après les autres, et pour chacun des points, il crée, enfin il duplique ce geometry operator qui contient une géométrie physique, c'est-à-dire enfin des points avec des faces qui viennent de là. Alors là, je veux juste ajouter une info parce que c'est récent dans Cinema 4D. Hein. Quand les nouvelles versions sortent, on a surtout dans les systèmes de nodes, on a plein de choses nouvelles qui apparaissent très très vite. Notamment le fait qu'on peut
crée une géométrie sous forme cubique. Si je clique là et que j'appuie sur C, que je tape torus, on peut créer un torus. Alors vous voyez, on a un torus dans la section expérimentale et on a un torus dans le GeoMesh. Alors ce sont deux objets différents. Lui, c'est une géométrie, il fait partie du GeoMesh, donc il va fabriquer un torus. Donc vous savez, un torus genre torus. Voilà, je vais diminuer sa taille, voilà, un torus genre ça. Ok, je le supprime de la scène. Si je reviens là, j'appuie sur C, torus. Vous avez deux types de torus. Lui, il est en bleu, ça veut dire que c'est une géométrie. Lui, il est en orange, ça veut dire que c'est un champ, un field. Si je clique ici, enfin si je le glisse là, c'est un champ en fait qui n'est pas visible à l'écran. C'est juste ça définit un volume. Je vais pouvoir m'en servir pour d'autres choses. Mais il y a un autre truc qui est devenu, qui est intéressant, même si c'est un petit peu compliqué, c'est que quand vous avez un cube, alors je vais en créer un autre ici, c'est cube, je crée un cube. Si je fais un clic droit, maintenant, j'ai une fonction qui s'appelle toggle node type, puisque cette fonction là qui me crée la géométrie d'un cube qui fait on va dire 2 par 2 par 2, ok, elle n'est pas visible comme on l'a vu directement. Si je la mets là, on a la géométrie, mais on ne sait pas où est-ce qu'il faut la mettre dans la scène ou quoi. Et si vous faites un clic droit et que vous cliquez sur toggle node type, il vous le transforme en mesh primitive. Et le mesh primitive est capable de créer un cube, et vous voyez qu'il a une matrice en entrée et sa sortie c'est un opérateur. Donc lui, je peux le connecter directement à la sortie. On devrait voir le cube là, voilà, le voilà. Le cube il est là et on peut changer sa taille ici, et vous voyez qu'en fait c'est pas un générateur de cubes, en fait c'est un générateur de primitives. Vous pouvez créer un cylindre, vous pouvez créer un disque, un plane, une pyramide, une sphère, voilà. Et cet objet mesh primitive génère par lui-même une géométrie qui est accessible. J'ouvre un petit peu ici. Ce mesh primitive crée une géométrie et on trouve les données ici dans géométrie là, et une position dans le matrix, une translation, une rotation, scale. On a la position également ici, et tout ça ce sont des données que l'on va pouvoir utiliser. D'ailleurs, si je viens dans coordinates, voilà, ici je peux changer dans le matrix, dans la section matrix, dans translation ou dans position, on peut modifier les coordonnées. C'est pas juste une géométrie, c'est une géométrie avec des informations supplémentaires, matrix, rotation, etc. Ici, la rotation, c'est une géométrie qui est générée avec d'autres paramètres qui permettent de représenter cet objet dans la scène. Et c'est là où ça devient très intéressant, puisque on avait notre cube là à l'origine, donc le matrix, hop, on le sort là. On avait notre cube à l'origine que l'on convertit en géométrie operator, c'est-à-dire on va fabriquer un opérateur à partir d'une géométrie. C'est ça que ça veut dire. Mais on peut faire autrement. Au lieu de faire un cube comme ça, je peux, par exemple, alors je clique ici, sur plus là, je vais lui dire, je vais taper primitive, et je peux fabriquer un mesh
primitive, là. Et ce mesh primitive, dans sa section par défaut, je peux dire c'est un cube, je veux qu'il fasse 1 cm par 1 cm par 1 cm. Et là, contrairement à ce cube-là, ici j'ai un opérateur, c'est-à-dire que j'ai la géométrie plus des informations de position dans la scène. Et maintenant je peux envoyer ça ici. Et lui, je n'en ai plus besoin. Et on peut faire autrement, plus simple. Je clique là, j'appuie sur C, je tape cube, je fais un cube. Je lui dis tu fais 1 par 1 par 1. Et j'essaye de le relier là, donc il va me créer un opérateur au milieu. Donc je vais annuler. Faire un clic droit, faire toggle node type. Et il me le convertit en mesh primitive. C'est une primitive. Et là j'ai directement un opérateur. Donc j'ai un élément de moins dans mon éditeur de nœuds ici. Ça peut être pratique. Si je change la taille du cube, si je mets 0.9, 0.9, 0.9, vous voyez qu'on a des cubes ici qui ne remplissent pas le champ, puisque le champ de détection du volume voxel fill a un champ de détection de 1 cm. Si je lui dis hey, crée-moi des points tous les 1,5 cm, là ils sont encore plus espacés. Je sais pas si vous comprenez un petit peu le truc. Maintenant, si vous voulez changer le volume voxel field, dire cherche-moi des points tous les 1 cm, et si vous voulez que les cubes aient la même taille de 1 cm, pour que ça crée vraiment des pixels volumétriques. Vous pouvez fabriquer une donnée d'entrée qui va être un paramètre que vous allez pouvoir utiliser pour modifier les dimensions du cube en même temps que la taille de recherche du voxel ici. Si je lui dis cherche-moi, oups, j'ai mis une base trop petite, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, il y a eu une petite interruption de programme parce que j'ai modifié la taille des voxels et sans faire, sans faire gaffe, par inadvertance. Ici dans voxel size, ici, j'ai cliqué sur la flèche de gauche et il m'a mis des voxel size de 0,00001. Qui va faire un nombre de points, un nombre monumental, et donc un nombre de cubes à créer trop grand, et ça s'est mis à ramer. J'ai attendu, j'avoue que j'ai attendu une dizaine de minutes pour voir s'il y arrivait, et même un quart d'heure, et puis j'ai arrêté. Je me suis dit bon allez, on va repartir d'une sauvegarde parce que on n'y arrivera pas. Donc faites attention, les voxel size là, si vous cliquez sur la petite flèche là, vous risquez d'avoir des voxel size tellement petits que ça va créer un nombre de points monumental, un nombre monumental. Donc moi j'en étais au fait de corréler la recherche du nombre de points. Par exemple ici, si je veux des voxel size 1/2 cm, je vais avoir plus de points, donc plus de cubes. Mais mes cubes ils font pas la bonne taille, puisque ma recherche de points dans les voxels est de 0,5, mes cubes ils font 0,8, donc il faudrait qu'ils fassent au moins 0,5. Donc avoir à modifier à chaque fois l'une des deux valeurs, c'est un petit peu chiant. Ouais, je l'ai dit. Donc on va faire autrement, on peut utiliser un paramètre d'entrée. Donc si je veux faire une recherche de voxels qui soit plus petite ou plus grande, donc là on est à 0,5, je vais faire une recherche de 1 cm. Mes cubes vont être trop petits pour les remplir, donc il faut que j'aille dans cube et que je mette mes cubes font 1 cm par 1 cm par 1 cm, etc. Bon, c'est un petit peu pénible, j'ai envie de dire. Donc
deux façons. Soit on crée une nouvelle entrée là à gauche, on fait un clic droit, Add Input, Add New Input. Tiens, on va faire ça. Je vais dire que dans cet objet Pixelator, là, je veux avoir accès à une information qui me permette, une donnée qui me permette de dire quelle taille de voxels et de pixels je veux. Donc ici, clic droit, je fais Add Input, Add New Input, et là j'ai une valeur qui s'appelle Input. Donc si je clique, si je double-clique, je vais l'appeler voxel size. Pour l'instant, ici, le système ne sait pas ce que c'est. Donc je vais faire un clic droit et je vais utiliser la fonction edit port pour lui dire ce port d'entrée, puisqu'on a des ports d'entrée et des ports de sortie. Ce port d'entrée, edit port, ça, data type, le type de données, je vais lui dire c'est un float, c'est un nombre à virgule. Et default value, je vais mettre 1. Et puis step, je vais mettre 0,2. C'est-à-dire si j'augmente ou je diminue, ça augmente ou ça diminue de 0,2. Show slider, show limits. Alors, ça c'est bien de mettre des limites. C'est-à-dire que le minimum, ça va être 0,1. Et le maximum, je sais pas, le maximum, je peux mettre 200. Mais en dessous de 0,1, je risque d'avoir des problèmes parce que on va avoir tellement de voxels que ça va prendre énormément de temps. Donc, cette valeur que je viens de créer en entrée, voxel size, on la retrouve ici quand on va dans le Pixelator. Ici dans Input, on a cette valeur d'entrée que je viens de créer, qui est le voxel size, qui par défaut est de 1. Mais pour l'instant, c'est juste une entrée virtuelle. Voxel size est égal à 1, mais voxel size, pour l'instant, ne sert à rien. Alors, c'est maintenant que je vais essayer de le connecter, là, dans le volume voxel fill. Donc, je sélectionne le volume voxel fill, et ici, dans voxel size, j'ai ce petit bouton là. Bon, la valeur est égale à 1, mais je peux mettre 0,6. Hein. On voit qu'on en a plus. Si je clique sur ce bouton là, Connect Node, alors, je refais. Hein. Je clique sur le petit rond là, je vais le connecter à un nœud Existing Nodes, Root, Input, et là j'ai le voxel size, vous voyez. Alors on peut le faire autrement. Ce que l'on peut faire, c'est venir sur le volume voxel fill, faire un clic droit et rajouter un add input sur ici operator volume voxel size. Donc là j'ai rajouté une entrée, c'est-à-dire que cette valeur de voxel size qui se trouve ici, qui est définie là à 0,6. Je peux lui dire non, tu prends pas cette valeur, tu vas prendre celle qui vient de là. Et celle qui vient de là, a priori, voxel size ici, voxel size, root. Attendez, j'ai fait un truc à l'envers. Ok, j'ai fait un truc à l'envers. J'ai dit voxel size égale ça. Mais en fait, en le traçant dans ce sens-là, j'ai envoyé le voxel size de mon objet volume voxel fill dans ce voxel size ici. Et en fait, le mieux, c'est de faire l'inverse. Je sélectionne la connexion, je la supprime. Je prends ce voxel size et je l'envoie là. Maintenant, sur mon objet Pixelator, ici j'ai le voxel size et il est envoyé dans le voxel size du volume voxel fill. Donc je vais dans le Pixelator, dans la section Input. Là, je peux lui dire 1,2, 1,3, 1,6, 8, 200 cm.
il recherche des voxels à une certaine taille avec le minimum que je lui ai indiqué qui est... Merde, je viens de refaire le truc, il est passé en dessous du minimum. Shit. Alors je sais pas si vous m'avez entendu dire dans la vidéo merde, parce que j'ai diminué ici dans le pixelator cette valeur que j'ai exposée qui est le voxel size. Donc dans le pixelator j'ai voulu la diminuer et en cliquant sur la flèche de gauche je suis passé à 0,00001, alors que dans les propriétés du voxel size ici, donc qui est la propriété qui se trouve là, dans le edit port, je lui avais dit, ah non, le minimum il est là, excusez-moi, parce que moi j'avais indiqué un minimum ici, 0,01 cm, mais il y a un autre minimum qui est là, et c'est là qu'il faudrait que je mette un minimum, voilà, parce que je suis arrivé à 0,40, enfin 0,0001, et ça c'était beaucoup trop petit. Donc je rechange la valeur ici, et maintenant j'utilise donc ce voxel size pour indiquer la taille des voxels ici. Donc dans mon pixelator, dans la section input, je peux diminuer le voxel size, voilà, vous voyez, 6, 0,4, 0,2, ça commence à faire petit, et si j'essaie de diminuer, j'arrive à 0,1, et si j'essaye de faire plus petit, il ne veut pas. Voilà. Donc ça c'est le truc intéressant. Clic droit ici, voxel size, edit port, et là je lui dis le minimum, bah non, tu sais quoi, le minimum ça va être 0,4, parce que franchement en dessous, ça fait vraiment trop petit. Le slider en fait là c'est le pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je change, j'augmente ou je diminue. J'augmente ou je diminue de 0,1. Voilà. Donc maintenant je peux aller dans mon pixelator, input et faire plus. Donc, et je diminue, je diminue, je diminue. On a 0,0. Non. 0,04. Il essaye de diminuer plus, mais il ne veut pas. C'est bien ce que j'ai indiqué, je pense, ici, ouais. 0,04. Donc, là, le mieux, minimum, je change de 0,1 à chaque fois, mais je vais pas en dessous de 0,4. Sinon, ça me fait trop de cubes et ça devient trop complexe à calculer. Alors, maintenant que je peux indiquer la taille des voxels, c'est-à-dire qu'ils cherchent à créer des points dans un certain volume, vous voyez que les cubes ne changent pas de taille eux, mais je peux récupérer le voxel size pour donner la taille des cubes, puisque ici dans le matrix, là, dans le mesh primitive qui crée les cubes, on a le matrix qui permet la transformation, mais on a aussi l'opérateur initial qui va nous permettre de créer le cube lui-même. On le trouve là, ici dans le cube, ici, on a size x, y, z. Si je clique ici sur ce bouton, je peux connecter ça à un nœud. Je peux le connecter à un nœud existant et prendre par exemple existing node, root, input, et dans l'entrée je vais prendre le voxel size pour le x. Ok. Et j'ai l'impression qu'il modifie x, y, z en même temps. Est-ce que c'est le cas? En entrée, il prend voxel size. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai fait une erreur. Dans size, ici, il faudrait que je puisse avoir accès à x, y, z indépendamment.
Bon alors là le truc c'est que si vous voulez exposer des sous-éléments, par exemple si je veux connecter le voxel size ici pour avoir des tailles de voxel, donc découper le volume, et que je veux avoir la même taille ici dans size, j'ai pas accès directement à x, y, z ici, et dans le cube j'ai pas accès à la taille du cube x, y, z. Alors, je peux essayer un clic droit, add input, basic, object, voilà, add input, paramètres. Alors j'ai les segments et j'ai la taille, size, paramètre size, ok. Cube, clic droit, ajouter une entrée, input, je veux les entrées en X et les voilà apparaître. Paramètre size X, Y, Z. Alors il y a une autre façon de faire ça, je vais annuler. C'est si vous voulez accéder aux entrées de la taille, par exemple ici, ou des segments en X, si vous voulez avoir accès à une entrée ici, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur le petit rond et voilà apparaître automatiquement les éléments. Voilà, j'ai cliqué sur CTRL le petit rond sur size, et size qui est composé de X, Y, Z, j'ai les entrées X, Y, Z qui apparaissent ici. Donc je peux soit ressortir le voxel size ici, il faudrait faire un add output pour récupérer la sortie des voxel size, mais je peux venir les prendre directement ici. Donc voxel size en X pour mon cube ici, en Y ici, et en Z, oups, loupé, en Z ici. Et maintenant, j'ai des cubes dont les paramètres de taille, paramètre size X, Y, Z sont égales à voxel size, qui est égal à la subdivision des voxels que j'utilise ici, là, pour mon opérateur qui cherche des points dans le volume qui lui est attribué. Donc si je vais dans mon pixelator et que je change la taille des voxels, la taille des voxels change et la taille des cubes change en même temps. 0,8, 0,6, ça devient un petit peu plus lourd. 0,4, oh, il loupe un bout là parce qu'en fait ici on a un tube en fait pour la sortie de la théière, elle est creuse, donc il ne trouve pas de point sur le contour du creux du tube de sortie de la théière, je sais pas s'il faut appeler ça un déversoir. Bon, là on a un système qui est fonctionnel, c'est-à-dire qu'on a un pixelator qui prend le premier objet qu'il trouve à l'intérieur et il le passe dans un volume voxel fill, il passe tous les points qu'il a trouvés en revue, il les rentre dans un opérateur de matrice qui va dupliquer une primitive de cube et envoyer tout ça en résultat. Ce qui fait que mon pixelator qui à l'origine n'est rien, devient à partir du teapot number one un truc. Là où ça devient un petit peu plus compliqué à comprendre, c'est que, alors ici on a vu à gauche là, j'ai mes deux objets enfants. J'ai ce premier enfant que j'utilise en géométrie et j'ai ce deuxième que je n'utilise pas. Alors, si je supprime le deuxième, il se passe quoi? Rien. Le deuxième n'est plus là. Ma fonction ici s'en moque, puisque le premier est encore là. Si j'annule et que je remets le deuxième dans la liste, et si je mets le deuxième au-dessus, a priori, pas de changement, et de toute façon... enfin, les objets sont au même endroit, donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer teapot1, et vous voyez qu'il utilise bien le premier objet de la liste.
puisque le typote 2, qui était le deuxième de la liste, est devenu le premier. Donc là, on utilise uniquement le premier. Donc, si je veux mettre un autre objet comme étant le premier objet de la liste des objets qui sont dans le pixelator, si par exemple dans ma scène je crée un torus, on va créer un torus plus petit que ça. Voilà. Si je crée un torus et que ce torus je le mets en premier enfant du pixelator, voilà, le résultat c'est ça. Il prend le premier et il le transforme en pixel. Qu'il y ait un deuxième ou pas. Si le premier c'est le typote 2, j'ai ça. Si le premier c'est le torus, j'ai ça. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un objet qui est en premier, c'est lui qui va être pixelisé. Et si maintenant je veux pixeliser les deux en même temps, le torus et le typote, il suffit de mettre un objet en premier qui réunit les deux. Alors on a un outil qui est très simple pour ça, c'est le connect. En premier sous-objet du pixelator, je vais mettre un connect, et dedans je vais mettre le torus, et dedans je vais mettre le typote. Et voilà, les deux objets sont pixelisés en même temps, parce qu'ils ne font partie que d'un seul objet, qui est le connect, qui est le premier enfant du pixelator. C'est celui auquel je fais référence ici dans les enfants. Le premier, tu prends la géométrie et tu me le pixelises. Bizarrerie non, truc intéressant, si je prends le typote et que je le déplace, vous voyez, les pixels sont bien alignés par rapport au torus que j'ai à côté. Donc l'alignement, il est bon. Ok. Je fais annuler, voilà. Je vais remettre le typote comme premier enfant, et si je prends le typote comme premier enfant et que je le déplace, oh, les pixels ne se déplacent pas. C'est parce que en fait, je suis pas en train de déplacer les points de la théière, je suis pas en train de déplacer les points du typote, je suis en train de déplacer l'endroit où le typote doit être affiché dans la scène. Donc je ne modifie pas les coordonnées des points du typote. C'est la différence entre un opérateur et une géométrie. Là, je ne modifie pas la géométrie, j'essaye de l'afficher ailleurs. Mais la géométrie reste la même. Donc en référence par rapport à notre objet pixelator, qui est un groupe object, avec une fonction, le fait que je déplace le typote ici n'a pas d'influence, puisque le typote en tant qu'objet par rapport à sa propre référence, les points du typote ne se déplacent pas. Donc le résultat est le même. Alors, juste pour pas faire de bêtises, je vais remettre coordonnées x à 0. Maintenant, si je mets le connect et que je mets le typote à l'intérieur, le connect, lui, il a ses propres coordonnées 0, 0, 0, mais il contient des points et des faces et des volumes qui viennent des objets typote et torus qui sont à l'intérieur du connect. Donc maintenant, si je déplace le typote à l'intérieur du connect, je suis bien en train de déplacer les points du typote à l'intérieur du connect lui-même. Voilà pourquoi on peut maintenant animer ça d'une façon pixelisée. Parce que quand je déplace le typote ici, je déplace les points du typote dans le connect. Et c'est le connect qui lui reste à 0, 0, 0 qui est utilisé pour être modifié par mon pixelator qui transforme donc tous les points qu'il arrive à trouver dans un certain rayon
sous forme de pixels. Si je reviens ici dans Input et que je lui dis je veux des pixels de 2 cm, voilà, je déplace le tipote et vous voyez que ça va relativement vite. Même si je mets 1 cm, vous pouvez continuer à vous amuser à faire des animations, alors pas en temps réel, mais ça va relativement vite, quoi. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Alors il y a un autre paramètre que l'on n'a pas vu. Le tipote ici, si je lui donne une échelle de 2 par 2 par 2, voilà, il y a un paramètre que l'on n'a pas regardé dans le volume voxel fill. Là, il peut créer des points qui sont contenus dans le volume, mais il peut également créer des points qui sont contenus à la surface du volume. Quand je vais dans ce module volume voxel fill, j'ai ce paramètre qui s'appelle interior filter. Si je le diminue, il ne va pas prendre en compte l'intérieur, il ne va prendre que l'extérieur. Voilà, on le voit apparaître ici. Si je diminue ce paramètre, vous voyez, ce qui est à l'intérieur, c'est vide. Donc, c'est une façon pour le volume voxel fill de considérer la surface et non pas le contenu. Donc, si maintenant j'augmente ce paramètre de interior filter qui est exprimé en pourcentage, si je l'augmente suffisamment, disons ici 10, j'ai bien tous les pixels de la surface, enfin des surfaces, les surfaces du torus et les surfaces de la théière. Et si je zoome, vous allez voir, à l'intérieur, c'est vide. Voilà. Parce que le volume voxel fill se préoccupe des surfaces. Je zoome à nouveau, excusez-moi. Voilà. Il se préoccupe des surfaces et pas exactement du volume, ou plus tout à fait exactement du volume, mais de la surface. Alors je sais pas si je peux exposer ce pixelator ici dans Basic en X-Ray. Alors ouais, il est bien en X-Ray, mais on voit pas ce qu'il y a dedans, donc on va mettre une sphère, une petite sphère à l'intérieur. Vous voyez, voilà, là j'ai une sphère à l'intérieur du volume composé par tous mes blocs qui ont été créés par mon pixelator, la volume. La sphère se trouve d'un point de vue volumétrique à l'intérieur. Alors j'essaye de faire sphère S. Non, il faut que je zoome plus. Voilà. La sphère est bien à l'intérieur. Je peux diminuer sa taille un petit peu. Voilà. Et vous voyez qu'on a des pixels qui construisent, ces pixels construisent les surfaces du volume. Et ça, je trouve ça vraiment nickel, parce que ça permet d'optimiser le nombre de cubes que l'on utilise pour pixeliser notre objet. On va essayer de le voir avec le système HUD, Head Up Display. Alors je retourne dans mon pixelator Basic, j'enlève le X-Ray, je veux pas voir à travers. Le node editor pour l'instant je l'enlève. Donc le tipote il est là ou là, peu importe. On va aller dans View Configure.
dans HUD, Head Up Display. Et là, je vais lui demander de m'afficher Viewport Statistics avec le nombre total de points, de côtés, de polygones. Voilà. Donc il se trouve là. Pour le déplacer, ce truc, vous appuyez sur CTRL et vous pouvez le déplacer. Donc là, on a qu'est-ce qu'il faut que je prenne en compte, parce que je ne veux pas dire de bêtises, entre ce qui est sélectionné ou pas, ça peut être différent, mais on a 110 000 triangles, et dans le pixelator, dans le volume voxel fill, interior filter, si j'augmente le pourcentage à 100%, vous voyez, là on a 700, hop, voilà, oui, il vaut mieux que je clique ailleurs, parce que si je sélectionne un objet, il l'affiche en double, donc il me met le double de triangles et de lignes. Donc je clique ailleurs, et là je vois que j'ai 371 000 triangles. Si je diminue le filtre interne du système de recherche de voxels dans un volume, jusque là, voilà, je clique ailleurs, là je n'ai plus que 120 000 triangles, donc on a divisé par 6 le nombre de triangles affichés. C'est pour ça que ça va relativement vite, parce que l'intérieur, je vais zoomer comme ça, l'intérieur est vide, parce que l'algorithme fait très bien son travail. Voilou. Bon, là je pense qu'on a fait quand même du bon travail avec ce système donc qu'on appelle des capsules. Là on a utilisé une capsule dans un pixelator pour créer des cubes dans le volume d'un objet, et franchement ce qui est génial, c'est que vous pouvez le dupliquer. Je vais virer ce qui se trouve à l'intérieur de ce pixelator, je vais l'appeler excusez-moi, pixelator 2, je me vire de la cam, je l'ai dupliqué, je coupe le premier, enfin je le coupe, je vais l'enlever de l'affichage, voilà. J'en ai un autre qui contient un connect, attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'était juste un problème de rafraîchissement. Là j'ai un pixelator vierge, donc je peux mettre à l'intérieur, je sais pas moi, une sphère, une petite sphère, ouais. Hop, je vais la mettre dans le connect ici, je vais mettre un cône, allez, un petit cône. Ah mais t'es vraiment cône, hein. Voilà, je le mets dans le connect ici, et là mon pixelator numéro 2 m'affiche mes objets sous forme de pixels, et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que les cubes ne changent pas de place, ils sont plus ou moins là. Alors c'est vrai que dans ce pixelator j'ai peut-être besoin d'un petit peu plus ici dans le volume voxel fill de interior filter, je vais le monter à 20, voilà, et si je déplace le cône, et hop, les petits cubes apparaissent. Et ce qui est génial, c'est que si j'ai un mix, si j'ai cette sphère qui est mixée avec la présence de ce cône, je n'ai pas de cube en double ici. J'ai la sphère plus le cône qui deviennent un objet connect qui lui a un volume, et c'est ce volume là qui va être utilisé par mon pixelator 2.
donc je n'ai pas de cube en double, je n'ai pas de cube en plus. On peut voir ici, c'est assez amusant là de voir ici. Ici j'ai 9800 triangles. Si je déplace mon cône à gauche, j'en ai 18 000. Je le mets là, 10 000. Je le remonte. 9 000, 10 000, 13 000. Voilà. Ici, 14 000. Mais j'ai uniquement le nombre de cubes. Je vais essayer de zoomer. Voilà, le nombre de cubes suffisant pour afficher la zone externe du volume que je cherche à afficher sous forme de Q-cube. Alors je vais essayer de trouver une image de fin qui soit adéquate. Voilà. Parce que ça me servira peut-être pour faire l'image du début de la vidéo. Mais voilà comment ce Voxel Volume Field peut être utilisé d'une façon très concrète et franchement super efficace. Vous voyez, ça va super vite. Enfin, 1, 2, 2. Ça prend une demi-seconde, mais là on a quand même 110, 120, 114, 118 000 triangles qui sont affichés. Donc l'algorithme, lui, il essaye de trouver les pixels qui permettent de remplir les volumes. Et au niveau affichage, alors d'un point de vue dynamique, après c'est encore autre chose, mais là d'un point de vue affichage et tout, c'est vraiment super speed, super efficace, et surtout, et ça n'a rien à voir avec le sexe, c'est reproductible. Vous dupliquez votre pixelator, vous mettez ce que vous voulez dans le premier objet qui est un connect, et ça vous pixelise le tout. On verra peut-être après comment on crée des textures plus ou moins intéressantes. Voilà, alors le sujet était un petit peu long, mais à mon avis super intéressant. Ça permet d'ouvrir l'esprit sur ce que sont que les géométries, les opérateurs, la façon dont les opérateurs travaillent pour pouvoir être visibles dans la scène, et cette fonction qui est le remplissage de, enfin, création de volume, enfin, détection de points dans un volume. Franchement, on peut faire des choses très très créatives. Voilà, alors comme d'hab, si vous avez j'aimé, vous j'aimez, si vous avez j'aimé pas, vous j'aimez pas. Si vous j'aimez pas, un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez pas j'aimé, c'est cool. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.